rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet très particulier, c'est une espèce de carte blanche, il faut dire ça comme ça. Je suis en compagnie, je suis très content de Maxime Bauer. Comment vas-tu, Maxime? Eh ben, ça va très bien, Samir, merci de m'inviter. Mais je t'en prie. Alors, Maxime est critique de cinéma pour Istasia. Istasia, vous connaissez un petit peu parce que il y a quelques uluberlus de ce site, magnifique site, qui, comme ça, ont traversé un petit peu Microciné depuis 5 mois. Je pense à Kefren Mantout ou alors à Justin Quedi. Justin. Et Justin, il y avait Justin Quedi, Kefren Mantout. Nous avons eu aussi un peu Gaël Martin. Et Marc, surtout Marc qui était là, Marc Elgouage qui était venu parler de Kim Ki-duk, entre autres, mais aussi de, si je me rappelle bien, de Hong Sang-soo. Et il y avait Elias Campos qui était là. Voilà, donc le site Istasia, il faut le rappeler, c'est une revue sur Internet qui questionne les cultures d'Asie et qui existe depuis quelques années, qui a été créée par Elvire Ménard, Victor Lopez et Jérémy Kaufman, que je salue affectueusement. Donc je suis très content. Maxime devait, en fait, pour tout dire, on est un peu transparent ici, devait participer à une émission autour d'une réédition DVD de Blu-ray de Made in Hong Kong, oui, de Fruit Chan, et finalement il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Et puis je crois que c'est toi qui es revenu vers moi, ou moi qui Oui, suis c'est revenu vers moi, toi. ouais. Ouais, c'est toi, et tu voulais faire quelque chose, et je t'avais dit, bah, écoute, choisis un sujet, et moi, je m'adapte. Et tu as choisi et j'espère que je vais bien le dire, le Wuchapian. Le Wuxiapian, oui, tout à fait. Le Wuchapian. Je ne Voilà. le dis peut-être pas parfaitement non plus, je ne parle pas très bien le mandarin non plus. Donc, C'est le genre de sujet cinématographique que tout le monde connaît, enfin, que tout le monde a entendu parler, mais qui parfois, on n'a pas forcément certaines connaissances sur certains films. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, choisis 10 films qui, pour toi, sont emblématiques de ce genre cinématographique. Et puis, on va discuter un peu de ces films-là, mais aussi de ce genre, d'où il vient, c'est quoi exactement ce genre, ce qu'il occupe dans ta filmographie. Voilà. Tout ça, c'est une carte blanche. Voilà, une émission qui a duré entre 1 heure et demie. On va prendre le temps de parler de tout ça tranquillement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Maxime. je t'en prie. Alors moi, la première question est très, très, très simple. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que moi, si tu veux, j'ai une approche assez esthétique du cinéma. La composition des plans, la beauté de l'image, le choix de la colorimétrie, tout ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup dans mon parcours de cinéphile, en fait. Et puis le Wuxiapian, il m'a apporté vraiment. Le Wuxiapian, par définition, c'est beau. C'est très très beau. C'est Tsai Ming-liang, le réalisateur taïwanais, qui dit nous, les personnes d'origine chinoise, on vénère le Wuxiapian parce que c'est vraiment c'est ce qu'on a de plus beau dans notre culture, les décors magnifiques, les tenues. Et puis après, on en reparlera bien sûr un certain sens de la mise en scène qui est appliqué, qui est très très beau aussi, très feutré, moins feutré selon les cas, parce qu'à Hong Kong, il y a beaucoup de trucs plus cartoonesques, si on veut, un Choi qui a fait des émules. Mais tout ça, c'est quelque chose c'est très très beau, le Wuxiapian. C'est très esthétique. Après, c'est un rapport à la mythologie aussi, donc c'est assez spirituel. C'est assez spirituel, ça puise dans les littératures depuis le Moyen Âge chinois. Alors, je crois, j'avais lu, si je dis pas de bêtises, sous les Tang, je suis pas sûr, hein, vérifier. Hein. Ça existe depuis, enfin, les romans légendaires au bord de l'eau, les Trois Royaumes, le voyage en Occident, c'est des genres de wuxia, ça existe depuis des temps immémoriaux. Et après, donc c'est d'abord une tradition littéraire, si tu veux. Et puis après, ça s'est mué au XXe siècle en une seconde tradition littéraire, un revival, si tu veux, et qui a été décliné au cinéma. Le cinéma s'en est emparé pour faire quelque chose de très beau et de très distinctif de la culture chinoise, des cinémas chinois. C'est quelque chose qui apparaît très tôt dans le cinéma chinois, le cinéma shanghaïen, et ça le distingue des autres productions cinématographiques. Il n'y avait pas peu de films martiaux ailleurs. C'est vraiment la particularité des cinémas chinois. Donc voilà, c'est très beau. Tu vas peut-être me demander quelle est la première image que j'ai en tête de wuxia qui m'a marqué.
Alors, j'avais effectivement cette envie, ce désir de te poser cette question, mais avant cela, juste savoir, Mhm. est-ce que dans ta cinéphilie, dans ton initiation à Mhm. la cinéphilie, est-ce que ce genre cinématographique est arrivé très très vite ou c'est quelque chose que tu as découvert sur le tard? Eh ben, sur le tard. Sur le tard, parce que si tu veux, alors comme tu peux peut-être le voir derrière, j'aime beaucoup les mangas depuis tout jeune. Mhm. Et du coup, après, je suis devenu cinéphile après avoir aimé les mangas. D'accord. Et j'ai commencé par le cinéma américain et européen, surtout américain. Et j'ai eu cette envie de découvrir plein de films. Et au bout d'un moment, j'ai voulu raccrocher ça avec les cinémas d'Asie. Alors moi, à l'époque, j'appelais ça le cinéma asiatique, hein. C'est-à-dire que le cinéma asiatique, c'est maintenant encore, tu le vois partout, sur les DVD, il y a même un livre de Antoine Coppola qui s'appelle Le cinéma asiatique où il a listé Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong, Chine. Mhm. C'est une notion qui existe encore maintenant. Alors, elle a été critiquée un certain temps. Elle existe encore, il faut le savoir. Et du coup, moi, naïf que je suis, profane que je suis, j'ai commencé par m'intéresser à ce. Je me suis dit, oui, j'aime bien les mangas, j'aime bien la culture japonaise, je tente très bien le cinéma japonais, peut-être les autres cinémas d'Asie. Moi, le premier que j'avais en tête, c'était Akira Kurosawa, qui fait la somme de beaucoup de choses déjà. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, bah, je regarde quelques films japonais, je regarde quelques films coréens, voilà, j'arrive au cinéma chinois. Et quand tu arrives au cinéma chinois, tu arrives très vite au wuxiapian, en fait. C'est quelque chose qui est fécond, qu'on a eu, moins maintenant c'est plus trop édité, mais ça a fleuri dans nos étals DVD avec la collection HK vidéo notamment, dans les années 2000, les Shaw Brothers chez Whiteside. Ça a essaimé comme on en trouvait des coffrets, des quelques réalisateurs qui étaient mis en avant, qui étaient vraiment spécialistes du genre. Et quand on a vu un, tu as envie d'en voir un deuxième, tu as envie d'en voir un troisième pour diverses raisons. Il y a un petit côté addictif sur certaines productions, notamment les Shaw Brothers, les Shaw Brothers, ils n'ont pas fait que des films d'armation, mais c'est une grosse écurie du wuxia. Dans l'histoire des cinémas chinois, ils en ont produit des centaines et des centaines, et il y a, il y a des codes. Et c'est comme les films à code, je suppose, moi je connais moins, mais les slashers, les giallo, eh ben, on aime bien, quand on a aimé ces codes, on a envie de les revoir. Il y a un peu de ça. Pourquoi? Pourquoi on a envie de les revoir, c'est quand on a aimé ces codes? Comment expliquer ça? Ben, on a aimé. Comment expliquer ça? On est content je dirais pas de revoir une formule, mais de revoir un décor. Un décor qui nous devient familier. Et puis on est content de repérer tel acteur qui est second rôle dans plein de films. Ça devient presque comme une famille, j'ai envie de dire. Tu vois. Ça, on le Mhm. dit beaucoup pour le cinéma taïwanais de Wu Xiaoxian et de Edward Yang, que c'est une famille. Ça montre la famille, ça nous fait sentir proche dans le monde entier, c'est ce que dit Olivier Assayas. C'est vrai aussi pour le Wu Xiaopian, où bah, Hong Kong, c'est petit, hein. Le gros pourvoyeur de films de wuxia dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Hong Kong, hein. C'est ceux-là qu'on connaît le plus. Hong Kong, c'est petit, hein. Les acteurs, il y en a beaucoup, mais bon, comme il y a beaucoup de films, on les revoit souvent. On les revoit souvent faire même des archétypes. Par exemple, l'acteur Laulier, il joue dans plusieurs films de Shaw Brothers, sourcil blanc, donc c'est un eunuque avec des sourcils blancs énormes, qui est réinterprété par Gordon Liu dans Kill Bill. Ça, c'est un personnage archétypal de Shaw Brothers qu'on a vu plusieurs fois dans les films. C'est des codes, en fait. Il y a un petit côté ludique, si tu veux. Ça, c'est peut-être rapport au cinéma de genre, ce que n'est pas complètement tout le wuxiapian. Il y a des choses diverses, hein, mais rapport au ce genre de wuxiapian-là, il y a des codes que tu es content de retrouver, c'est ludique, en fait, si tu veux. Est-ce C'est un côté un peu, presque, j'ai envie de dire, ça fait appel à l'enfant en toi. Et est-ce que donc ça va au-delà d'un genre, c'est une industrie, c'est en quelque sorte une forme d'industrie cinématographique. Ça dépend à quel niveau il y a beaucoup d'anciens producteurs de Hong Kong qui disaient Hong Kong n'est pas une industrie. Il n'y a pas eu d'industrie cinématographique hongkongaise parce que c'est des petites sociétés qui se sont montées sur le tas et du coup, beaucoup ont disparu maintenant. Et c'est pour ça, peut-être, que certains grands films de Hong Kong, on n'arrive plus à les voir parce que les droits sont éparpillés dans plein de petits contrats de sociétés disparues et c'est très difficile de les ressortir. Après, oui, alors, maintenant, la Chine continentale, elle a une industrie cinématographique très puissante et le wuxia, c'est quelque chose de très commercial aussi, qui ont aussi une vie d'échec pour faire des wuxia, ça c'est clair.
Je voulais te poser la question que tu avais peut-être par rapport à ce genre cinématographique, mais cette question-là, je vais te la poser autrement et beaucoup plus tard Mhm. quand on va commencer à aborder les films, tu comprendras. Donc effectivement, D'accord. est-ce qu'il y a comme ça une espèce de première image qui t'a marqué et qui peut-être aussi aurait un lien avec ce rapport que tu entretiens, rapport passionnel et passionné avec ce genre? Alors oui, il y en a une. Alors le premier wuxia que j'ai vu, je crois que c'est Tigre et Dragon. Je l'ai bien D'accord. aimé, mais je l'ai pas abordé. Je l'aime ce film, je l'aime bien. Beaucoup le décrit parce que c'est un wuxia complètement occidentalisé, fait pour les marchés mondiaux, etc. Et c'est pas faux. Donc du coup, moi je l'ai presque plus abordé comme un film américain qu'autre chose. Et donc c'est pas celui-là qui m'a marqué en premier, même si c'est le premier que j'ai vu. Moi, la première image que j'ai, c'est Dragon Inn de King Wu. Ah oui. C'est c'est un film, alors son remake est presque plus populaire, ce qui, j'avoue, m'attriste un peu, parce que moi je préfère vraiment celui de King Wu. Donc le remake, c'est L'Auberge du Dragon de Mhm. Raymond Lee, produit par Treyarch, qui est excellent aussi, hein, soit dit en passant. Et en fait, le film de King Wu, déjà, c'était le plus gros succès à Taïwan. C'était le premier film des cinémas chinois à atteindre ce succès commercial. Il a été vu en 1967 partout, 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 en Chine, en Asie du Sud-Est, à Taïwan, à Hong Kong. Et moi, je retiens donc cet acteur, Shi Shun, qui joue aussi dans A Touch of Zen. Mhm. Le revois, il arrive à l'auberge. Et donc, il y a toute une machination politique qui se déroule dans cette auberge. Il y a des invités qui sont des agents infiltrés chargés d'assassiner les enfants d'un notable qui n'a pas admis le pouvoir de l'eunuque en place. Et du coup, ils sont là pour attraper ces enfants et les assassiner. Et lui, on ne sait pas qui c'est. Il a a priori rien à voir avec cette histoire. Mais on sent qu'il est. Bon, déjà, il transpire le charisme. Hein, l'assurance est dans ses yeux. Tout passe par les yeux, d'ailleurs. Et je me souviens de cette scène où on lui verse un verre où il y a un poison. Et il le prend et il regarde. Il a un regard. Vraiment, toute la mise en scène est là. C'est vraiment. C'est dans les gestes. C'est pas dans les séquences d'action. C'est le geste, le cadre, les gestes. La tenue, l'allure. Hein, c'est cette scène-là qui m'a le plus marqué. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que on a cette impression qu'à ce moment-là, et pas forcément dans celui-ci, mais dans quelques autres que tu m'as Mhm. demandé, conseillé de voir, c'est qu'on a cette impression. Pardon, je fais une digression, on devrait peut-être parler plutôt de Vas-y. ça en deuxième partie, mais c'est pas grave, c'est ça la conversation. Allez. Il y a cette fascination de constater que la caméra, dans ces moments-là, elle fait corps avec le corps même de l'acteur, souvent de Mhm. l'acteur que de l'actrice. Et il y a un Mhm. truc très charnel, c'est-à-dire que la caméra, elle transpire, elle sue, elle a une odeur, et elle est même très érogène. Enfin, il y a un truc comme ça qui est assez fascinant. Je ne sais pas par quel miracle ils arrivent à retranscrire cela, mais les films de ce genre cinématographique, Mhm. ce sont des films tu les vois soit, quand ils sont amoureux, tu vois leurs sensations, Mhm. quand ils font de la peine, tu vois la sensation, et puis surtout, ils ont un corps qui transpire. Et ça, ce Mhm. que tu viens de dire, c'est fascinant parce que c'est exactement ce que moi je ressens quand j'ai découvert ça. Eh ben, c'est bien de partager ce ressenti parce que ça permet de mettre un peu, de voir que c'est pas que du vent. La théorie suivante, c'est que euh, le cinéma, c'est une invention occidentale, le cinématographe, c'est une invention occidentale, Mhm. et il a été débattu que voilà, certaines cultures n'ont pas le même système de pensée que les occidentaux, et du coup, il fallait que le cinéma s'adapte à cela ou qu'il s'adapte au cinéma, je sais pas dans quel sens. Donc les Chinois, eux, ils ont un sens de l'esthétique assez particulier qui a rapport au vidéo plein. Je suis pas expert, hein, je précise tout de suite, c'est des notions que je connais parce qu'à force de m'intéresser au cinéma, je lis un peu, je vois ces notions-là. Donc, tu connais le shui? Donc Non, du tout. je sais pas si c'est des estampes, c'est des dessins traditionnels chinois qui sont très grands. Ça représente souvent un décor en nuances de gris avec très important une calligraphie dessus, hein, une écriture. Mhm. Et en fait, moi, ce que j'interprète, c'est que dans ce genre de plan-là, tu as comme t'as un monde complet, en fait. Tu as quelque chose de l'ordre du spirituel, mais qui forme un tout, tu vois. Et ça, dans le cinéma, au final, ça s'est appliqué quand les réalisateurs chinois se sont mis à faire du cinéma
Et ils ont appliqué ces théories qu'ils ont en eux, et surtout que certains cinéastes sont très lettrés. En fait, tu prends King Woo, je crois que c'est Pierre Grissian qui le qualifiait, lui et son maître Li Hanxiang, de dernier mandarin. Les derniers mandarins, ils viennent de Pékin. Il n'a pas pu faire de cinéma à Pékin à cause de l'époque, c'était pas facile pour ce qu'il voulait faire comme film, ne serait-ce que d'évoluer dans l'art en Chine continentale. C'est particulier le cinéma de Chine continentale à cette époque-là, des années 50, 60. Et donc il a émigré à Hong Kong, il a en même temps fait des productions à Taïwan, mais c'est un Pékinois. Et c'est un lettré mandarin, et il a vraiment apporté ce sens de la lettre au cinéma. Ce qui m'intéresserait de t'entendre dire, enfin, là où quelque chose qui pour moi est encore un mystère, c'est tu as parlé de cinéma chinois qu'on pense connaître, mais qui est extraordinairement riche et important et fondamental. Le wuxiapian, comment on peut le contextualiser dans le cinéma chinois? À quelle époque ça a commencé à germer? Et quand on voit les films de ce genre, ce sont des films extrêmement, extrêmement politisés. C'est assez impressionnant. C'est ça qui m'intéresse de savoir, c'est que l'évolution du cinéma chinois, et puis aussi à l'intérieur de cette évolution, qu'est-ce qui a donné le wuxiapian? Comment ça s'est fait? Pourquoi on a commencé à faire des films? Déjà, premièrement, que signifie littéralement wuxiapian, déjà? Et deuxièmement, donc, comment ce genre a évolué dans un contexte incroyable qui est le cinéma chinois? Alors, le wuxiapian, ça veut dire littéralement film de héros martial. D'accord. Donc, pian, c'est film, et wuxia, c'est héros martial. Donc, comment dire, les films d'arts martiaux, c'est assez divers, hein, parce que tu as aussi les kung-fu pian, les films de kung-fu. On les met souvent, on les analyse parfois ensemble, parce qu'il y a des grands réalisateurs comme Chang Che qui a fait un peu les deux. Mais si tu veux, il y a une importance de l'iconographie, c'est-à-dire que tu peux pas trop te tromper sur un wuxia. C'est un film qui se passe dans les temps anciens. Il y a des combats au sabre. Il y a des films sans combat au sabre que je qualifierais de wuxia, mais ça reste des exceptions quand même. Normalement, il y a des combats au sabre. Il y a des histoires de chevaliers errants, effectivement. Il y a l'histoire de Jiang-Hu surtout. Alors le Jiang-Hu, c'est un concept littéraire qui signifie lac et rivière, et qui induit que l'histoire, le récit se passe en dehors du milieu impérial. C'est-à-dire, c'est dans un monde, dans une Chine, ça se passe en Chine, mais c'est un monde à part où il y a des typologies de personnages, des chevaliers errants, des voleurs. J'invite les gens qui nous écoutent à aller voir la page Wikipédia de Jiang Hu, c'est très clair. Et voilà, souvent le wuxia il s'appuie sur ce concept littéraire qui le définit, qui caractérise les personnages et comment et leurs relations entre eux. Et voilà, c'est quelque chose de l'ordre littéraire, mythologique. Donc ça, c'est le wuxia. Et donc, je dis, juste pour revenir sur le kung-fu pian, le kung-fu pian, c'est souvent des combats au corps à corps dans un contexte parfois historique. Il y a eu beaucoup de films sur les moines Shaolin, Liu Chaliang, ça en a fait une spécialité, mais aussi beaucoup des films de kung-fu urbain, Jackie Chan, etc. Voilà, ça, c'est vraiment venu avec la modernité, si tu veux. C'est vraiment venu. Il y a eu un essor dans les années 80 de ce film-là. Ils en ont fait à toutes les sauces de différents. Le wuxia, j'ai envie de dire, c'est un peu plus précis et en même temps, c'est très vague. Tu as des films inclassables que tu n'arrives pas trop à classer parce que la classification, c'est un peu ses limites aussi. Et alors, je crois que la deuxième partie de ta question, c'était comment ça s'est contextualisé. Donc, Voilà. les films d'arts martiaux, les films avec des combats de héros mythiques, parfois surnaturels d'ailleurs, hein. Il y a des déclinaisons du wuxiapian, le xianxia-pian, le shenmo. Xianxia, c'est l'heroic fantasy chinoise, c'est très à la mode en ce moment en Chine continentale. Et le shenmo, c'est une variante sur les dieux et démons. Zhu, les guerriers de la montagne magique, c'en est un, par exemple. Voilà, les films d'arts martiaux avec des combats au sabre, avec des chevaliers en tenue traditionnelle qui se battent, ça existe depuis les années 20. Ça existe depuis le cinéma shanghaïen des années 20. Et puis, il y a une très très grande saga fleuve qui s'appelle le titre, le transcrit exact, je crois que c'est L'incendie du monastère rouge. C'est une saga fleuve qui dure au total 30 heures, alors, perdue malheureusement. Il ne reste plus grand-chose de bobines de ces films-là. Ils sont apparemment perdus. C'est un vrai problème avec les cinémas chinois. Ils n'ont pas beaucoup de films conservés, très anciens. Mais ça, dans les années 20 et 30, ça a eu énormément de succès. C'était la première grande saga d'arts martiaux et c'est encore maintenant
une des plus sagas de cinéma les plus longues au monde. Donc ça a eu de même titre que les romans d'arts martiaux sont très populaires, c'est vraiment des récits populaires. Hein. C'est comme de nos jours les mangas ou comme il fut un temps les films d'action de Schwarzenegger, c'est populaire. Hein. Voilà, les récits d'arts martiaux en roman, puis donc en film après, c'était populaire. Donc tu les trouves dans les années 20 à Shanghai. Après, tu as dans les années 50 des écrivains Goulong, un autre, j'ai oublié son nom. Il y a deux, trois écrivains qui officient à Hong Kong et à Taïwan qui font énormément de sérioles dans les journaux de romans wuxia et ils vont donner lieu à énormément d'adaptations en fait. Quand tu regardes un wuxia de Shaw Brothers ou de Golden Harvest ou d'ailleurs, c'est souvent des adaptations de leurs romans. Et c'est un filon en fait. Hein. C'est des récits populaires sous forme littéraire et du coup c'est exploité au cinéma. C'est vrai que tu as parlé d'industrie, je t'ai dit que c'en était pas trop une. Il y a un côté productiviste. Avec le cinéma hongkongais, un réalisateur il peut enchaîner les films. Maintenant, ça se fait plus trop. Mais voilà, il y a ce caractère, on adapte, on adapte, on adapte. Et effectivement, ça s'adapte aussi au contexte de l'époque. Et comment ce genre se démarquait de la politisation du pays? Est-ce que c'était un genre qui était à la merci de ce pays ou c'était un genre qui avait cette particularité de contredire cela, de contrecarrer donc des œuvres un peu sulfureuses? Alors, tu parles de la Chine continentale, là, quand tu parles de ce pays. Oui, exactement, la Alors, Chine là, continentale. Parce que tu disais, pardon, excuse-moi, tu disais que c'est très particulier le cinéma de la Chine continentale. Tu as dit ça au début de l'émission et ça m'a tilté. C'est ouais, pour ça que je te pose la question. bah, avec à partir de Mao, c'est le cinéma de la Chine continentale, il devient très compliqué parce que bon, la censure est impitoyable. Hein. Ouais. Il y a des réalisateurs qui ont commencé à Shanghai dans les années 30. Alors, le cinéma shanghaïen des années 30, il faut savoir une chose, il a été redécouvert dans les années 80 en Italie. Il y a quelques spécialistes qui ont fait un festival, qui ont redécouvert. On appelle ça festival des ombres électriques, je crois, parce que ombre électrique, c'est le mot chinois pour. Quand tu retranscris le mot chinois pour cinéma, ça veut dire ombre électrique. D'accord. Et C'était pas à Milan, c'était pas le festival de Milan au début des années 80. Ils avaient fait une espèce de gros panorama comme ça du si, cinéma je crois que chinois. c'est ça. Je crois que c'est ça. J'y avais un article de Serge Danet qui revenait là-dessus, encore Ouais, lui je crois que d'ailleurs. c'est ça. Pardon. Et du coup, oui, donc le cinéma des années 30, on le regarde, il y a beaucoup de films disponibles. Il y a une chaîne YouTube, c'est des universitaires américains qui étudient la culture chinoise. Et ils ont mis en ligne des classiques shanghaïens. Alors, je pense que c'est tout à fait légal, vu que c'est dans un cadre universitaire, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, on peut les voir, on peut voir des grands classiques comme L'autoroute, comme les, les jeunes femmes, des trucs comme ça. Je ne sais plus exactement les noms. Mais il y a plein de classiques shanghaïens et on peut voir des villes très urbaines. Et on voit à Shanghai avec des néons partout. Ça, c'est le truc qu'on voit dans le cinéma des années 90, 80-90. On voit souvent une Chine amoindrie, pauvre, dans les campagnes ou même des villes où il y a de la misère. Mais en fait, le cinéma à Shanghai, c'était développé. Ça s'inspire beaucoup du cinéma américain. Les cinéastes chinois regardaient beaucoup le cinéma américain. Le public chinois regardait beaucoup les films américains aussi. Et donc le cinéma shanghaïen, c'est ça. C'était le témoin d'une société tout à fait en phase avec son temps. Et quand Mao est arrivé au pouvoir, avec la victoire de la guerre civile en 1949, je crois, il y a des cinéastes qui sont partis. Ils sont partis à Hong Kong. Donc c'est le cas de Li Hanxiang, qui je crois faisait déjà des films en Chine continentale, je ne veux pas dire de bêtises. Ils sont partis à Hong Kong principalement. Le Hollywood chinois, dis-toi que c'était Shanghai. C'est parti à Hong Kong. Et donc là, ils ont fait différents films soutenus par une industrie porteuse, notamment les frères Shaw, qui avaient commencé à faire leur business à Singapour et qui ont ensuite rapatrié leur principal centre de production à Hong Kong et qui ont fait de nombreux films. Donc le wuxiapian qui existait à Shanghai dans les années 20-30, il a été mis de côté par Mao. C'est ce qu'il considérait une des 4 vieilleries, je crois, et du coup, il ne fallait plus en faire en Chine continentale. Donc
On peut même pas l'analyser là. Il y en a plus. Il y a des films de guerre, il y a des films, des films sur la campagne, sur des genres de mélodrames, quelques même trucs chantants, hein, ça existe aussi, hein, comme je crois La fille aux cheveux blancs. Mais les films d'arts martiaux ont disparu. Donc ils se font à Hong Kong maintenant, et ils se font à Hong Kong en même temps, si tu veux, ils sont poussés par un genre dont on a cherché une parenté, c'est l'opéra Wang Mei. Donc les opéras régionaux chinois, il y en a partout. Il y a l'opéra de Pékin, il y a plein d'opéras. Et l'opéra Wang Mei, c'est celui sur lequel s'appuie l'industrie de Hong Kong. Donc c'est en gros les comédies musicales chinoises, les comédies musicales hongkongaises. Par exemple, le Mulan des années 60 par Griffin Yue, c'est un opéra Wang Mei. C'est un film en costume où les gens chantent, voilà, font une petite danse que tu as peut-être déjà vu dans certains films chinois qui en fait référence. Et il semblerait, alors ça c'est un genre cinématographique qui est beaucoup apprécié d'un public âgé. John Woo, il en a fait une version dans les années 70, éditée par HK Video, donc c'est la Princesse Changping, ça s'appelle. Et quand tu regardes les bonus que sur le DVD ou dans le livre, je sais plus, ils disent ça a fait un tabac à l'époque parce que les personnes âgées s'étaient déplacées en masse. Si tu veux, c'est un genre qui est prisé du public âgé. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'effectivement, on a demandé à King Wu, qui est un peu le parrain du wuxia dans tout ce qui est le plus noble dans le moderne, à partir des années 60. On lui a demandé s'il y avait une parenté avec l'opéra Wang Mei, parce que je crois que son premier film était un opéra Wang Mei. Et parce que lui-même était inspiré de l'opéra de Pékin, je répète, c'était un lettré de Pékin. Et Li Hongshang, son maître, lui, faisait quasiment que des opéras. Et donc lui, il n'a pas trop répondu par l'affirmative, mais par contre, voilà, c'est des films en costume. Et le point commun qui est entre l'opéra Wang Mei et le wuxiapian, c'est qu'on a tout le temps cherché à dire que c'était démodé, alors que ça traverse les âges. Les opéras moins, je suis d'accord. Mais le wuxiapian, dans les années 80, on dit que c'est le Kung Fu Pian au Jackie Chan, ils allaient tout péter au box-office et wuxiapian était relégué au premier plan. 79-80, les premiers films de la nouvelle vague hongkongaise, Choi Ark, Patrick Tam et compagnie, c'est des wuxia. C'est The Butterfly Murders, c'est The Sword, et ils ont fait autorité ces films. Dans les années 90, soi-disant que le genre est complètement mort, Choi Ark, il n'arrête pas de le ressusciter avec ses productions. Jim Wong, il fait pareil, il fait beaucoup de wuxia. Alors Jim Wong, c'est un réalisateur-producteur, il a beaucoup fait de films en essayant d'engranger un maximum d'argent. Et en 95, Choi Ark qui fait The Blade, qui pète les codes, qui replace tout, qui casse tout, qui remet à zéro tout. Et comme tu l'as constaté dans les films que je t'ai inscrits, le wuxia, donc il y en a encore plein. Alors des wuxia que nous, on regarde, les modernes, il n'y en a plus beaucoup. Nous, le public extérieur au cinéma chinois, les occidentaux ou autres, hein, il y en a moins qui parviennent chez nous. Par contre, je trouve qu'il y a encore quelques chefs-d'œuvre. Pour peu qu'on s'y attarde, il y a encore quelques chefs-d'œuvre. Même, je pense, alors je ne l'ai pas vu, le dernier Jackie Chan, The Yin Yang Master, qui est sur Amazon Prime, je ne l'ai pas encore vu, mais je suis sûr, c'est peut-être calibré pour les enfants, mais je suis sûr qu'il y a moyen de s'éclater avec les animations 3D, les formes et les couleurs qui s'éclatent en faisant ce genre de film-là. C'est vraiment c'est de la fantaisie, si tu veux. Ça peut devenir de la fantaisie. Donc, je ne sais plus par quoi on avait commencé, on a pas mal digressé. Non, c'est très intéressant. Tu as soulevé deux choses qui, pour moi, sont fondamentales, qui est d'une part l'évolution d'un genre. Et donc, la question qui en émane, c'est est-ce qu'il y a eu un âge d'or et ce serait quelle période? Est-ce que c'est réellement les années 60 ou finalement, il y a une espèce de, comment dire, de stabilité comme ça qui se disperse depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et puis surtout, deuxièmement, à partir de quand, et pardon de poser cette question qui est un petit peu occidentalisée, certes, mais comme nous sommes en France, à partir de quand ce cinéma-là, ce genre a commencé? En fait, première question, donc, est-ce qu'il y a eu un âge d'or? Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu des passeurs qui sont venus en Chine, voir ce qui s'y passe, ou à Hong Kong plutôt, et ces passeurs occidentaux
c'est quand est-ce qu'ils les ont ramenés en France ou dans d'autres pays pour dire il se passe des choses là-bas, et c'était à partir de quand que ça a commencé à se démocratiser cela? Alors, l'âge d'or. Les années 60, c'est pas vraiment l'âge d'or parce que je trouve que euh, il y a eu un film majeur, c'est Un seul bras les tue à tous. Le film de Chang Che Ouais. avec donc ce qui inaugure la trilogie du savoir manchot qui sera nombreuses fois réadapté. The Blade, c'en est un remake. Enfin, ça a vraiment essaimé. Ça, c'est un film majeur. Un seul bras les tue à tous avec sa suite, Le bras de la vengeance et donc le troisième opus le plus connu, La rage du tigre. Ça, c'est des wuxia primo, pas primitif, parce que ça existe avant, primo. Ouais. Et après, dans les années 70, la Shaw Brothers, surtout, hein, elle a vraiment, elle a fait, je crois, 500 films d'arts martiaux. Alors, je crois qu'il n'y a peut-être pas que des wuxia dedans, il y a peut-être le début des Kung Fu Pian, mais elle a fait 500 films d'arts martiaux. Les films en costume, ça marchait très fort. Et moi, je pense, l'âge d'or, c'est les années 70. C'est les années Ils ont tous été, ils ont 70. tous, pardon, ils ont tous été conservés ces films-là? Les 500 films dont tu parles, ils ont tous été conservés? Pas sûr. Pas sûr. Je suis pas sûr parce que on les perd vite, hein, les films. Il faut voir la copie de The Butterfly Murders que j'ai, qui était pourtant sauvé de in extremis de l'oubli. Par contre, il a été étonnamment restauré il y a pas longtemps, donc c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à retrouver des copies correctes. Mhm. Mais les cinémas chinois, même Choi Ark, il a fait son Seven Swords en 2005. Il voulait faire un film de 4 heures. On lui a dit non, pas question. Donc il a fait un film de 2h30, je crois. Bah, bon, pardon pour rappeler Spectrum Film à ce qu'ils ont dit, mais ils ont dit qu'ils allaient essayer pour la copie de trouver les bobines manquantes que Choi Ark était d'accord. Alors que Choi Ark, il voulait plus en entendre parler depuis des années. Donc c'est compliqué, tu vois, il faut partir à la recherche des bobines. Est-ce qu'elles existent même toujours? Parce que le premier chef-d'œuvre de Chang Che pour la Shaw Brothers, ça je crois que c'est Christophe Chanclot qui l'a décrit dans un de ses livres. C'est un film, alors à l'époque c'était les films d'arts martiaux en couleur qui cartonnaient dans les années 60. Chang Che il fait un film façon nouvelle vague dans les rues de Hong Kong en noir et blanc. Gros succès. On a encore les articles super emballés dans les journaux. Il n'existe plus ce film, impossible de retrouver. Dans les années 60, donc ça se perd. Au XXe siècle, c'est assez compliqué. Alors, vers la fin du XXe siècle, je pense qu'on n'a pas perdu trop de copies, mais voilà, les cinémas chinois, la conservation, ça a été très compliqué pendant longtemps. Et donc l'âge d'or, pour moi, c'est des fins des années 60, les années 70, les années 80. Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 80 au Chien? Il y en avait moins. Là, peut-être c'était un peu en désuétude rapport au Kung Fu Pian, à l'évolution, à l'arrivée de Jackie Chan, Et de ses Bruce Lee dans les compas. années 60, et Bruce Lee dans les années 70 ça n'a pas fait du mal aussi au Wuxiapian? Bah, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, mais moi, ce que je vois, c'est que bah, Bruce Lee, en 72, il est mort. En 73, t'as Chu Yuan, t'as Chang Che, t'as Liu Chaoing, ils sont toujours là, ils font des wuxia et ça marche. Le sabre infernal que je t'ai conseillé, 73, gros succès. Ça continue. Après, j'ai pas les yeux sur tous les chiffres, hein, je les ai pas comparés, mais c'est sûr, Bruce Lee, c'est une déferlante, hein. D'ailleurs, j'étais tombé sur des chiffres des films asiatiques en France, le nombre d'entrées qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, la fureur du dragon de Bruce Lee, ça reste 5 millions d'entrées, quoi. C'est rien comparé à ce qui arrive maintenant, c'est monumental. Alors, rien que chez nous, en Chine, c'était une institution, enfin, à Hong Kong, c'était une institution, Bruce Lee. Oui, oui, il y a eu un effet. Il a un peu ringardisé le wuxia, mais moi, je serais tenté de dire par théorie que ça a duré le temps de son règne, donc de 71 à 73. Et après, les Kung Fu Pian qui ont eu lieu, c'était soit des brousploitations, donc des copies douteuses, nanardesques, mais plutôt douteuses de films de Bruce Lee, avec des soucis de Bruce Lee. Ça, c'était des films donc pas chers à faire qui rapportaient un peu, mais c'était au niveau artistique, on n'est vraiment pas là, quoi. C'est pas là qu'on va chercher le chef-d'œuvre. Des films d'arts martiaux faits à la va-vite, t'en avais plein dans ces années-là. C'est ce qui a inondé nos cinémas de quartier et qui fait que tu avais un tiers de films asiatiques qui étaient dans nos cinémas de quartier parce que c'était des films d'exploitation, de brousploitation, de machin comme ça, avec des transcriptions de titres très douteuses d'ailleurs, hein, marrantes. D'ailleurs, parmi ces films douteux, tu avais des films de Chang Che, de Liu Chiang, tu avais des films. On ne faisait pas la différence. Et c'est bizarre parce que il y a des différences quand même. On mettait un peu tout ça dans le même panier. Ce qui fait que, oui, un temps, en fait, dans les années 70, si tu veux, la cinéphilie française, pour ce que j'en ai entendu parler, de ce que je sais comme français, hein,
C'est que voilà, il y avait les cinémas de quartier qui diffusaient les films de Bruce Lee, qui diffusaient des films de Kung Fu, des copies de films de Kung Fu. Et c'est ça qui a un peu essaimé cet esprit des arts martiaux, en fait. Hein. Je pense même que ça a fait augmenter les entrées dans les clubs d'arts martiaux, ce truc-là. Et le wuxia, il a peut-être été redécouvert, si tu veux. Je pense qu'à Hong Kong, il a toujours marché. Les films de Chu Yuan, de Chang Che, ils ont toujours fait référence. Mais avec le support vidéo, et surtout les années 2000, je dirais. Les années 90 moins, mais les années 2000. Il y a eu la collection Wildside, les Essentiels Show Brothers, il y a eu HK Vidéo. Et là, on a eu une palanquée de chefs-d'œuvre, des meilleurs, des plus grands auteurs de Chai Ark, de Chang Che, de Liu Chialang. Même les premiers films, les premiers wuxia et kung fu pian de John Woo, on les a eus. Ils ont été totalement oubliés, mais on les a eus. Donc on a redécouvert ces films et ils font le plus un petit culte. Hein. Il n'y a qu'à voir la cote de ces DVD sur Internet, hein, maintenant qu'ils sont épuisés. Et aujourd'hui, Donc ça, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la production du wuxiapian? aujourd'hui, c'est beaucoup. De toute façon, l'industrie de Hong Kong, elle est en train de mourir parce que avec les problèmes géopolitiques entre Hong Kong et la Chine, le cinéma de Hong Kong, il aura probablement plus la même latitude qu'il a eu jusqu'à maintenant, la spécificité qu'il a eu jusqu'à maintenant. Et du coup, la Chine, la Chine continentale, elle produit beaucoup de wuxia. Ça, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais ça sera examiné. En vrai, c'est les dramas. Les dramas chinois d'époque, il y en a beaucoup. C'est cet univers de personnages en costume, de rois, d'empereurs, de chevaliers, en s'appuyant sur des acteurs beaux physiquement, des belles actrices. Ça sera étudié en vrai, de savoir si une partie de l'avenir ne se situe pas là. Mais en tout cas, les films d'arts martiaux, ça marche très bien. Je cite encore une fois Olivier Assayas qui a dit que Wu Shaoxian, il a peut-être eu une facilité à faire The Assassin parce que c'est un wuxia. Même si c'était un wuxia très particulier, c'était un wuxia et du coup, il a peut-être eu. On l'a écouté quand il a proposé le projet. En tout cas, ce film fait partie de la liste des 10 films que tu m'as proposés. Et d'ailleurs, tu as demandé à ce qu'on en parle, celui-ci, réellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le temps de parler des 10 films. Mais en tout cas, tu m'avais dit, celui-ci, j'aimerais bien que déjà l'émission se termine sur ce film-là et qu'on prenne le temps d'en parler. Et je peux comprendre aussi. Donc, on va passer à la seconde partie où là, effectivement, on revient sur cette liste de 10 films. Alors, je vais les nommer quand même parce que c'est important. J'aime beaucoup le fait que tu aies proposé comme ça, c'est ta subjectivité. Ça ne veut pas dire que les 10 films que Maxime a proposés sont les 10 meilleurs films du genre, pas du tout. Ce sont 10 films que je lui ai demandé de m'envoyer, de me citer, qui sont pour lui emblématiques. Quand je dis emblématiques, ça veut dire quelles ont été les différentes, à la question quelles ont été les différentes évolutions du genre, eh ben, il m'a proposé 10 films. Et ces 10 films-là, effectivement, interpellent, dessinent une forme d'évolution au sein même de ce genre, même si pour la plupart, il y a des thématiques qui sont assez récurrentes, il y a une manière aussi de chorégraphier qui est assez récurrente là aussi, mais bon, et je vais quand même les nommer, c'est important. Alors, je les nomme pêle-mêle, hein. Il y a The Assassin donc, de Wu Shaoxian qui date de 2015, qui est taïwanais, Dragon Inn, on en a parlé, de King Hu, qui date de 67, qui est un des plus importants, si ce n'est peut-être même le plus important, taïwanais. Il y a Shadow de Zhang Yimou, qui date de 2018, qui vient de la Chine continentale. The Sword Identity de Xu Haofeng, pardonnez-moi vraiment pour la prononciation, j'en suis désolé. 2011 de Chine continentale. Il y a le Sabre infernal de Shu Yuan, qui date de 76, c'est un film hongkongais. Il y a The Blade, le fameux The Blade de Tsuark de 95, un film de Hong Kong. The Sword de Patrick Tam, début 1980 de Hong Kong. Blade of Fury de Sammo Hung, qui date de 93 de Hong Kong. Les Maîtres de l'épée de Griffin Yu Feng, Sheng Kang et Shang She de 72, qui date de 72 et qui vient de Hong Kong. Et Le Dieu de la guerre de Jimmy Wong Yu, qui a été fait en 73 et qui date de Hong Kong. Alors, encore une fois de plus, pardonnez-moi pour la prononciation des noms des réalisateurs, j'en suis vraiment désolé si je les ai écorchés. Création extrêmement basique. Alors, je les ai vus, enfin, il y en avait deux que j'avais déjà vus, hein. T'imagines, The Assassin et The Blade. Ça, The Blade, c'était obligé que je l'avais déjà vu. Mais sur quelle base effectivement, tu as choisi ces 10 films?
Parce que ça, on n'en a pas parlé. Je t'ai pas posé la question quand tu m'as envoyé la liste. C'est sur quelle base? Alors, c'est des films que j'estime au plus haut point. Parce qu'ils sont D'accord. divertissants, parce qu'ils sont beaux. Beau, c'est très important pour un Wuxia, je pense. Euh, L'aspect politique, si tu veux, moi, je suis un réalisateur, un spectateur un peu naïf, je le vois pas toujours tout de suite. Et là, j'ai vu Shadow, par exemple, pour la troisième fois, j'étais surpris de ce que j'ai vu. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Il faut qu'il soit divertissant, il faut qu'il soit beau. Et j'ai essayé vraiment de répartir les pays, en fait, parce que je pense beaucoup on ne se serait cantonné à Hong Kong, en fait. Et il n'y a pas que Hong Kong, il y a vraiment, il y a eu des wuxia à Taïwan, il y en a eu, et il y en a en Chine à l'époque moderne, il y en a même quelques autres que j'aurais voulu citer. Moi, j'ai fait un choix, mais le wuxia, ça relève de la culture chinoise et la Chine continentale en fait maintenant. Alors, on n'est plus sous Mao, comme je te disais tout à l'heure. Ça, il y a des problèmes en Chine, hein, mais le wuxia, on a le droit d'en faire maintenant. C'est même vivement conseillé pour les finances du cinéma. Et à Taïwan, Taïwan, c'est un peu plus particulier parce que Taïwan a une histoire du cinéma assez intéressante, hein. C'est-à-dire que dans les années 60, on faisait des mélodrames, on faisait des mélodrames. C'était pas très très développé. Dans les années 70, on a fait d'autres mélodrames et puis est apparu. On a fait aussi des films de genre, hein, dans les années 70, des nanars taïwanais, il y en a quelques-uns. Mhm. Euh, Et on a fait il y a des B-movies. Il y a eu un petit programme l'an dernier qui était très intéressant. C'était un truc américain pendant le confinement. C'était les Taiwan B-movies, 5 films B avec un documentaire sur ces films B. Il y avait une pépite, un Rap and Revenge réalisé par une femme. Ça change tout. Ça change tout ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, il faudrait que ça soit repasse parce que c'est très intéressant. C'est passé aussi, je crois, à Paris à la Cinémathèque ou je sais pas où. C'est des films Et donc ça, voilà, Taïwan, pendant quelques années, c'est un peu extraterrestre, si tu veux. C'est-à-dire, ça se cherche. Après, dans les années 80, ça s'est un peu clarifié. Il y a eu la nouvelle vague taïwanaise et c'est devenu l'île des auteurs, selon le bouquin de Jean-Michel Frodon, qui dit, voilà, Hong Kong, polar et arts martiaux, euh, Taïwan, l'île des auteurs, quoi. Et sauf que maintenant, à partir des années au moins fin 90-2000, Taïwan, c'est une industrie du cinéma assez moderne. En fait, en taille, je la comparerais un peu à la France. Ils sont capables de faire des comédies romantiques que j'aime beaucoup, comme les films de Chen Wuxun, My Missing Valentine, qui a tout raflé au Taipei Golden Horse, ou Go Tropical Fish, ou The Village of No Return. Et donc, ils ont acquis ce savoir-faire de jongler avec ce que j'appellerais des budgets moyens plus. C'est pas fauché, ils n'ont pas l'argent qu'a la Chine ou Hollywood, ça c'est clair. Mais ils arrivent à faire des films voilà, solides. Et donc, parmi eux, il peut y avoir des wuxia. Sachant que Kim Woo, je précise, Kim Woo, c'était l'exception pendant très longtemps. Kim Woo, il est venu à Hong Kong et à Taïwan comme un mandarin lettré, comme je répète, et les films qu'il faisait, il était vraiment les seuls à le faire. Il y a une. J'allais poser une question, mais ça, je vais la poser après, mais juste parce que tu parles de King Hu. Quand je revois Dragon Inn et quand je découvre The Assassin, j'ai l'impression que sur la liste des 10 films que tu m'as donné, c'est 2 films en l'occurrence, dont un qui date de 67 et l'autre qui date de 2000, je vais dire une bêtise, 2015. 2015. J'ai l'impression que ces 2 films se ressemblent énormément dans la manière. Alors, comment je vais pouvoir dire ça? J'ai pas envie de dire le mot intellectualisé, mais il y a un rapport au temps dans ces 2 films qui est assez particulier. Les plans prennent le temps d'exister et il y a une poésie extraordinaire qui est très discrète en même temps. Les spectateurs doivent être extrêmement exigeants. En fait, ce sont 2 cinéastes qui ont une totale confiance au sens des spectateurs et qui leur proposent comme ça un regard assez lancinant, très aéré. Et la narration peut être très longue aussi. Dragon Inn est un film qui n'est pas court, mais qui est un film quand même qui prend le temps de se poser. Et ça rejoint un peu aussi The Assassin. Ils ont comme ça, ces 2 films-là, ces 2 auteurs-là, ils ont une manière assez similaire, je trouve, de questionner un plan, de le laisser
transpirer, de le laisser se dilater, et ils épurent énormément autour. Et comparé aux autres qui, à mon avis, ne sont pas dans la même configuration, qui sont beaucoup plus dans une espèce de plan contact très fort, qui en travaille sur le temps aussi, qui est totalement différent et qui est aussi extrêmement fondamental et très intéressant. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ces deux films-là ont cette particularité et ce point de prendre le temps de regarder le temps qui se dilate. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Vas-y, termine ce que Non, tu non, voulais dire. oui, j'allais juste finir par un truc très con et très basique que, en fait, l'histoire importe peu. Importe peu. Alors, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis, parce que si tu veux, alors The Assassin, je vais l'exorciser tout de suite, c'est mon film préféré. C'est mon film ultime, Pareil. c'est vraiment, pour moi, si je devais devenir cinéaste, ce que j'ai pas prévu de faire, mais si je devais devenir cinéaste, j'aurais du mal à faire autre chose que ce que Wu Xiaoxian fait, parce que pour moi, lui, ce qu'il fait, c'est le mieux, et ça sert à quoi de faire différemment? C'est débile ce que je dis, hein, parce que le cinéma, il est beau dans sa diversité, bien évidemment. Mais c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Voilà, cette idée m'a traversé l'esprit. Et ça se voit particulièrement dans The Assassin. Et c'est marrant que tu dis ça parce que Kim-Woo et Wu Xiaoxian et Edward Yang, ils se sont croisés dans les années 80 parce que Kim-Woo, donc, il est décédé en 96, 17, je sais plus, 16, je crois. Et Wu Xiaoxian et Edward Yang qui vont souvent ensemble là, quand on parle de la nouvelle vague taïwanaise. Hein, on les analyse souvent ensemble. Il y a de quoi. Euh, Il y a de quoi quand oui, on bien connaît, sûr, bien sûr. quand on connaît leur filmographie. Enfin, aussi, Bien je sûr. t'explique. Hein, Oui. il fait partie de mes cinéastes de la fin des années Ah. 80, début 90. Donc, voilà. Ah, Je suis très contemporain de enchanté ce. d'entendre ça. Et C'est le boss. non, mais si tu veux, donc ils se sont croisés et j'ai lu le bouquin King-Woo en ses propres mots, où c'est une compilation des textes de King-Woo, donc les King-Woo occidentaux, on n'a jamais eu, jusqu'à ce que ça soit traduit depuis le chinois, hein, donc c'est heureusement que le bouquin existe. Mhm. Et, on lui demande, à Taïwan, dans une université à Taïwan, dans un colloque, on lui demande, vous pensez quoi de la nouvelle vague taïwanaise de Wu Xiaoxian et de Edward Yang? Alors, il répond poliment, mais franchement, que faire des films autobiographiques, c'est très facile. Et c'est très facile de ne pas se soucier du public tant qu'on perd qu'on prend l'argent à fond perdu. Et que King Wu, en fait, lui, il pense au public chinois, et il pense à lui plaire et à rentrer dans ses frais. Il a cette démarche commerciale, King Wu, ce qui peut paraître étonnant parce que souvent, King Wu, quand on lit comment il a travaillé et tout, il a vraiment eu du mal en fait à faire ses films. Hein. Les films, il y a aussi des influences extérieures. Alors, il y en a qui disent par exemple que Legend of the Mountain, que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un de ses chefs-d'œuvre. Il dure 3 heures. Il a été écrit par son épouse d'alors. Il voulait faire plaisir à son épouse et lui faire prendre part à ses films. Et donc, elle a écrit intégralement le script. Et on lui a dit, on lui aurait fait ce reproche qu'il aurait fallu qu'il fasse pas trop l'amoureux transi et qu'il coupe un peu dedans parce qu'il y avait des longueurs. Bon, on a fait ce reproche, je te le dis, c'est pour te dire qu'il y a parfois peut-être eu des problèmes de production, mais moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, perso, il n'y a rien acheté. Bon. D'ailleurs, la personne qui a dit ça, c'est Tony Raines. Tu m'as posé la question tout à l'heure, on n'a pas répondu sur les passeurs. Les Oui. passeurs occidentaux, alors moi j'en connais deux. Il y a Tony Raines dans le monde anglo-saxon, un anglais, et Pierre Rissian en France. Donc tous les deux, ils ont côtoyé dès les années 60-70 King Wu notamment et d'autres réalisateurs. Et ils n'ont cessé depuis 40 ans. Ils sont encore. Bon, Pierre Rissian est décédé en 2018. Jusqu'au dernier moment, il a fait les bonus de Carlotta, etc. Tony Raines, je l'ai encore entendu comme voix off un commentaire audio des Blu-ray de King Wu. Ils sont toujours là, ils ont cessé, ils ont rencontré ces gens-là, ils les ont. Pierre Rissian, il a fait venir King Wu à Cannes avec A Touch of Zen. Il a exhumé A Touch of Zen d'une mauvaise destinée où il n'avait pas été apprécié, où il a été redécoupé dans tous les sens. Il lui a rendu un semblant de montage initial et il l'a présenté à Cannes où il a remporté un prix, je crois. Et voilà, King Wu, du coup, depuis, il était connu. Il était reconnu. Il était peut-être pas très connu, mais il était reconnu. Ça, c'est sûr. Parmi d'autres réalisateurs asiatiques, hein, il y en a eu d'autres hein, que ces gens-là ont ramené, et notamment chinois. Donc, pour revenir à King Wu et The Assassin, donc oui,
King-Woo, il a semblé pas trop estimer le travail de Wu Xiaoxian et Edward Yang. Il pensait que les films autobiographiques, ils se ressemblaient tous. Et que voilà, lui, il faisait des films pour le cinéma chinois dans le but de plaire à un maximum de monde qui marche au maximum et sans essayer de se compromettre, hein, parce que il est quand même parti de la Shaw Brothers très vite parce qu'il a senti la compromission. Donc, il y avait quand même cette intégrité. Par contre, Wu Xiaoxian, lui, il l'adorait, Kim Edouard Long aussi d'ailleurs, mais Wu Xiaoxian, il adorait Kim. Et effectivement, il fait très probablement, il cite probablement Eutochobzen peut-être plus, peut-être aussi Dragonine dans The Assassin, clairement. La composition des plans, je dirais elle est effectivement allongée, elle est poétique, il y a de la longueur, mais il y a quand même une approche légèrement différente entre les deux, je dirais. King-Woo, c'est vraiment dans une optique, je pense, de mise en scène de charisme. C'est-à-dire que vraiment, King-Woo, il veut montrer des guerriers, la lutte. La lutte entre des pouvoirs, entre des agents des pouvoirs. D'ailleurs, il a beaucoup dit qu'il s'est inspiré de James Bond, ce que personne ne comprenait. Là, je crois que dans Dragonine, je crois le voir dans le sens où c'est le concept d'agent de l'État, de forces politiques qui s'affrontent, vraiment dans un truc assez pur comme ça, assez épuré. Donc, et pour aboutir à cette mise en scène, il travaille minutieusement le minutage des plans, la façon dont les personnages se regardent. Je répète, le regard chez Kimbo, c'est très très important. Il en dit beaucoup. Les personnages se regardent, s'approchent, se déplacent. C'est peut-être aussi l'héritage de l'opéra de Pékin. Alors que Oshiosen, déjà, il est de l'école taïwanaise moderne. C'est plus ou moins lui qui a introduit ça avec Edward Yang, suivi par Tsai Ming-yang, où voilà, c'est bien pas quasiment de la théorisation de la contemplation. Il fait durer les plans, mais il y a un rythme quand même. Il pousse l'idée à son maximum. The Assassin, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, il y a les deux premiers plans magnifiques en noir et blanc, les deux premières scènes en noir et blanc. Et puis il y a le générique. Enfin, le générique, c'est la calligraphie du titre. Un magnifique décor au crépuscule, je crois. Et là, tu entends un battement. Très lent, le battement. Et tu l'entends pendant 10-15 minutes comme ça. Et moi, j'ai tout de suite, je suis tombé amoureux de ce truc-là parce que c'est un rythme qui s'imprime. Et c'est pareil, c'est un rythme qui, pour moi, fait allusion à un genre de menace, d'un grondement, si tu veux, autour de ces personnages, autour de cette sphère. Et ça fait de la mise en scène, ça fait de l'enjeu, ça fait dans quelque chose de très calme, en fait. Hein. C'est ça, c'est vraiment. C'est beau, c'est du charisme, si tu veux. Les 10 films que tu me proposes ont cette particularité, effectivement, d'être de très beaux films, mais ils sont beaux parce que chacun des cinéastes a cette particularité de vouloir rechercher cette beauté. Et aucun des films me donne l'impression qu'ils sont dans l'expectative de la recevoir, cette beauté. Et parce qu'ils vont chercher cette beauté, que ça donne des films finalement lumineux, brillants, quelque chose et aussi fragile. Et donc cette recherche de la beauté, elle est aussi, et c'est ça qui donne sa force et sa diversité au Wuxian, c'est que on a parlé un petit peu de Dragon Inn et surtout de The Assassin, mais quand par exemple tu regardes The Blade ou The Sword, ou alors même, et même le dieu de la guerre, on a cette incroyable sensation que chaque plan de ces films sont au toucher assez... je vais trouver le mot... oui, c'est comme si, tu sais, tu avais ces plans dans la main et ils sont brûlants. Donc, tu as envie de les lâcher. Et tu as plein de plans comme ça qui viennent sur toi. Donc, tu les lâches, et en même temps, tu les mets un peu. Et on a l'impression de ça dans ces films-là. Je ne parle pas de The Assassin et je ne parle pas de Goodbye. Hein. Oui, et c'est ça qui est fascinant, c'est que ces plans, quand tu les vois dans les films, comment ils sont agencés, tu as l'impression que chaque plan amène un autre parce que le plan précédent est en train de brûler, donc il crée la vie à un autre plan. Enfin, c'est très fragile, c'est très incandescent, et il y a un truc comme ça qui est assez incroyable. Ajouter à cela l'idée de mouvement qui peut être dans les chorégraphies, mais aussi, et ça c'est très très beau,
dans le montage. C'est ça qui donne la force, le mouvement de ces films-là. Voilà, c'est cette recherche de beauté qui est caractérisée de par cette manière que je viens d'évoquer. Ça m'a frappé d'emblée en voyant la plupart des films. Tu as parlé de 3 films. Je crois que c'est 3 films hongkongais que tu as décrits. Alors, oui, le dieu de la glace, exactement, c'est ça. Ouais. Et oui, alors effectivement, ça c'est assez symptomatique de l'industrie hongkongaise où à l'époque-là tout s'enchaîne. Je vais te dire une chose, Chang-Chi, il se dit que Chang-Chi, il a fait plein de films, hein, Chang-Chi, il en a fait sur 20 ans, 30 ans, il a tartiné. Et en fait, il avait un putain de script qu'il avait écrit sûrement, et il a réalisé une séquence d'intro dantesque, une séquence finale dantesque, et le reste du film, il déléguait ça à ses assistants réalisateurs. Et c'est comme ça qu'il a fait plein de films marquants, parce que ces séquences-là, elles restent. La fin du Justicier de Shanghai, je ne sais pas si tu as vu le Justicier de Shanghai. C'est apocalyptique, hein, c'est vraiment incroyable. Mais c'était une usine. C'était pas une industrie parce qu'ils n'en avaient pas complètement les complexes, mais c'était une usine. Ils produisaient à la chaîne. Il y a beaucoup de scripts qui étaient changés en cours de tournage, hein, quand il y avait la décision d'un producteur ou un truc qui allait pas, ou même, j'ai envie de te dire, un truc qu'on a loué qui est plus disponible. Je sais pas, il y a peut-être des trucs, tu sais, des trucs du quotidien, de tous les jours, dans le business, en fait. Ça allait pas, bah, on changeait. Et ça, c'est la fragilité ici à Hong Kong. T'as raison, c'est brûlant, en fait. Il faut aller vite. Faut faire bien du mieux qu'on peut, hein. C'était assez dangereux de faire le cascadeur à Hong Kong à l'époque. Ouais. Et oui, donc ces films-là, ils sont un peu fragiles pour ça. Alors, tu as cité The Sword. Alors, The Sword, on peut le dire fragile parce que il avait très peu de budget. Patrick Tam, donc, il sortait de la télévision comme tous les profils de la nouvelle vague hongkongaise. Et donc, il était habitué à manier des petits budgets. Il a eu un petit budget là et il a très, très bien agencé le film pour que ça soit majestueux quand même. Et si tu regardes bien, les intérieurs, ils sont pas très fournis. Ça se voit. Mais il l'a très bien agencé, hein. Donc, The Sport, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment. Et on pourrait en reparler d'ailleurs de l'influence du chambara japonais sur le wuxia parce qu'il y a quelques trucs aussi qu'on peut dire là-dessus, notamment sur The Sport. Donc, petit budget. Jimmy Wang Wu, quand il fait Le Dieu de la guerre, c'est un réalisateur qui galère parce que, bon, déjà, c'est un acteur star. C'est le premier acteur le mieux payé, la première star des arts martiaux de Hong Kong. Il est taïwanais, mais il a fait carrière à Hong Kong. C'est la première star des arts martiaux de Hong Kong avant Bruce Lee. Avec Bruce Lee, il était un peu éclipsé, mais il a continué à faire quelques films. Alors, il a réalisé 2 films. Le boxeur chinois qui te. Attends, que je ne confonde pas. Il a fait un film, je ne sais plus le nom, où il interprète le premier rôle. Et je crois qu'il n'a pas très bien marché. Ensuite, il fait le boxeur manchot, qui est une déclinaison du sabre manchot qu'il interprétait aussi. Ce film il est très marrant, il est très intéressant, mais il est aussi un peu nanardesque, il faut le dire. C'est un film patriotique, parce que Jimmy Wong c'est un chinois patriotique. Et voilà, il souffre un peu de ce côté, il est marrant ton film, hein, mais on n'arrive pas à te prendre au sérieux, quoi. Et par contre, après, bah, du coup, il doit faire le dieu de la guerre, où le boxeur manchot, il n'a pas marché du tout. Il fait le dieu de la guerre. C'est un peu ouais, maintenant, il faut qu'il y arrive, hein, à faire un film qui marche, hein. Et tu sens, je trouve, que c'est un film ferrailleux. Je sais pas si le mot existe, mais c'est un film, tu vois les armures, tu vois les sabres, il y en a partout. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de ça. Tu as l'impression d'être en fait dans un chantier, en fait. Et tu as l'impression que les décors aussi sont pas très fins, comme certains autres films sont pas très feutrés. Tu sens que ouais, il a fait, j'ai envie de dire, le bonhomme pour l'homme viril pour faire son film, pour le sortir. C'est un film sur la violence, d'ailleurs, sur l'affrontement entre les Chinois et les Japonais, où c'est une guerre sans merci, en fait. C'est ça qu'il dit, hein. S'il n'arrête pas de jeter l'opprobre sur ces invasions japonaises qui peuvent être bien sûr mises en écho avec la Seconde Guerre mondiale, hein, qui n'était pas très lointaine en 73. Et voilà. Et en même temps, il fait allusion lui aussi au cinéma japonais. Il y a ce jeu un peu, cette ambiguïté.
de l'influence du Japon. Mais tu sens qu'il a couché de ce film un peu dans la difficulté, mais au final, ça fonctionne du feu de Dieu parce que ben, la ferraille, le feu, la poussière, ça donne pareil une sensation d'absolu, si tu veux. Ouais, il a accouché de son film dans la douleur, mais il est là, son film. Un film comme The Blade en 95 de Tsuhar, qu'est-ce qu'il apporte au genre à ce moment-là? Alors, ce moment-là, si tu veux, le wuxia, c'est devenu. Bah, moi, j'ai une petite analyse perso du wuxia à la fin des années 80, début des années 90. Quand j'en parle, les gens me font des gros yeux. C'est-à-dire que Mhm, Treyarch, pour moi, depuis Zou, les guerriers de la montagne magique, qui est un dérivé du wuxia, qui est un Shenmue, je crois, un film de dieux et démons, bah c'est baroque, c'est fantasque, c'est des couleurs, c'est des décors fantaisistes, c'est des super pouvoirs, des rayons laser, des rayons magiques, c'est des personnages en carton-pâte pour certains, des maquillages réussis mais drôles, surtout drôles, pas vraiment sérieux. C'est Histoire de fantôme chinois, c'est un peu une comédie, et une production très connue de Cher, c'est un peu une comédie. Et pendant les années 80, il va faire ça, Cher, il va faire ces films-là qui sont, moi je les définirais comme cartoonesques. Et c'est pour ça qu'ils sont bien. Et je trouve même que comme ils sont bien faits dans le cartoonesque, ils sont mieux vieillis paradoxalement que les films de John Woo. John Woo, c'est vraiment soap opéra façon film d'action et des fois la musique appuyée et tout, ça a peut-être pris un petit peu d'âge, quoi. J'aime toujours les voir, mhm. cela dit, hein, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors que ceux de Scheer, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux vieilli qu'on le croit. C'est un genre de kitsch bah, un peu assumé, tu vois, il est à fond dans ses films. C'est des films cartoonesques, colorés. Et il y a beaucoup de réalisateurs de cette époque-là, même des gros réalisateurs comme Sammo Hung et Jim Hong. Jim Hong, à des fins commerciales, et ben, ils vont le singer, en fait. Ils vont faire des films dans ce genre-là que moi, je trouve qu'au niveau de l'iconographie, je pourrais les confondre. Le film The Evil Cult de Jim Hong, au niveau iconographique, je pourrais le confondre avec un Tchelerk des années fin 80, début 90. Mais c'est ça qui faisait aussi la patine des films de Hong Kong. Ça, tu voyais nulle part ailleurs. Même dans les autres cinémas chinois, tu ne le voyais pas. Tu ne le voyais pas à Taïwan, tu ne le voyais pas en Chine. Au Japon, pour les autres films de sabre, quand il y a des influences, ça va pas du tout là-dedans. Voilà, c'est cette façon de faire des personnages avec un petit peu de l'ajout de l'humour cantonais aussi, de la comédie cantonaise qui infuse parfois dans les films de sabre des années 80-90 et des Kung Fu Pian. Ça fait ce microcosme assez particulier, cette patine, avec beaucoup des plans qui vont très vite aussi, des limites où tu vois les câbles, hein, la théorie des câbles hein, que Kimou détestait, et que beaucoup de chorégraphes et de réalisateurs voulaient mettre en place parce que ça permettait de faire des images plus spectaculaires plus facilement. Donc ouais, il y a ce contexte-là où en fait bah, l'industrie elle ronronne un peu comme ça, elle fonctionne plutôt bien avec ces films-là. Et ben Choyark il fait du cinéma commercial, parfois il fait Le Festin chinois en 95, un Mhm. film culinaire dont les séquences de duel de bouffe, tu pourrais les comparer à des séquences d'arts martiaux. Ah oui, C'est exactement. commercial, mais c'est très drôle, c'est très bien fait, voilà, c'est qualitatif, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est commercial. Et The Blade, hein, et ça c'est Choyark aussi, c'est-à-dire que Choyark, bah, malgré tout, c'est le patron à Hong Kong, il fait ce qu'il veut, et en 95, la même année, il fait The Blade, quasiment avec les mêmes acteurs, avec Truman Chuck et avec le méchant, à chaque fois j'oublie son nom, je ne sais plus son nom, le chauve qui est le chef cuisinier final dans le festin chinois et qui est le barbare final dans The Blade. Ben, voilà, il reprend les mêmes acteurs et puis il fait The Blade. Et il dit, je vais faire du cinéma vérité. Voilà, je vais me dire, l'acteur, tu te mets là, tu dis, ce que tu dis, ça doit évoquer ça, il dit pas des dialogues précis. Et il filme. Et il fait ce film qui, pour moi, n'est pas vraiment pour autant bordélique. Il a un sens, ce film, il a réussi à faire un sens, mais parfois, le truc, c'est qu'il a des envolées lyriques incroyables, ce film. Et surtout, bon, on parle beaucoup de l'iconographie, comme je te dis, j'aime bien parler d'iconographie, mais au niveau politique, il change pas mal de choses parce que le Moyen Âge chinois il est plus fantasmé là. Là, c'est un monde de barbares. Une des premières scènes, c'est un moine qui essaie je crois, de qu'est-ce qu'il fait le moine? Il essaie de sauver une jeune femme, soit C'est d'empêcher un ça. vol à la Dans un, tire, je sais dans pas un, quoi. dans un marché, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et au final, les voleurs, eh ben, ils vont le démonter, ils vont le tuer. Voilà. Pas le respect de cet homme qui est un notable religieux, on va dire. Ça,
à cette époque-là, ça avait probablement du sens, et qui essaie de mettre un peu d'ordre, de faire en sorte que des malveillants ne fassent pas de mal à quelqu'un qui est innocent. Il se fait lyncher, quoi. Ça, c'est le point de départ du film, quoi. Et c'est très important, je pense, pendant tout le film, qui va montrer succession après succession. En fait, il va montrer de la violence gratuite, ce film. Les antagonistes du film font preuve de violence gratuite. À certains égards, la violence elle est plus ou moins gratuite, je suppose, selon comment on l'analyse, mais ils peuvent être vraiment, elle est vraiment violente. Et ça correspond pas trop au chien, tel qu'il a toujours été décrit, qui est fait de héros martiaux, de chevaliers errants, de bandits. Derrière le bandit, tu as le bandit un peu, voilà, qui a un certain caractère, mais qui a des valeurs, tu vois. Et parmi les personnages archétypaux du Django, il y a aussi beaucoup d'envoyés de la cour du roi qui sont des lettrés, pareil, qui sont peut-être malveillants, mais qui sont des lettrés. Et du coup, ça, dans The Blade, tu ne l'as pas. C'est vraiment un wuxia adapté au monde contemporain où voilà, la violence, elle est là, elle est devant nous. Voilà. Le combat de sabre, c'est un combat de sabre, il y a du sabre, il y a du sang. Et que disent ces films-là de Taïwan, de la Chine continentale, de Hong Kong, ces 10 films que tu as choisis? The Assassin, on va le mettre de côté, hein. Mais ces films-là, qu'est-ce qu'ils disent politiquement de cette société? Alors, en fait, c'est compliqué de répondre à ta question parce que, par exemple, quand King Hu il fait Dragon Inn, il parle pas de Taïwan. Il le fait à Taïwan, je pense, très principalement pour des questions de production. C'est là où il a pu faire le film comme il voulait, mais ça se passe en Chine et ça parle de la Chine. Et lui, il est chinois. Il n'est pas taïwanais. Il est, comme je l'ai longtemps pensé d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup il a beaucoup travaillé à Taïwan, mais il est chinois. Il est resté chinois. Et donc, si tu veux, la Chine du Jianghu, des wuxia, elle se passe dans la Chine continentale, hein. C'est à Hong Kong, les show brothers feutrés, avec des beaux décors, des femmes bien habillées, des chevaliers bien sapés. Voilà, ça représente une Chine fantasmée. On parle de la Chine éternelle. Voilà, la Chine éternelle, c'est même Wu Shaoxian, il en fait dans ses films autobiographiques. C'est un décor d'un territoire peuplé par les Chinois ou qui est juste beau par lui-même, quoi, qui est, tu le prends, il est éternel. Et donc, ces films-là, ils cherchent un peu à développer ça. Après, il y a des films, notamment un, je pense à un, j'ai un copain qui me dédicace à toi, Noé, si tu vois cette vidéo, tu penses que tu vas la voir. Tu vas être content que j'en parle. Il y a des films, il y a des doubles sens de lecture, bien sûr. Ouais. Si on parle de The Blade of Fury, The Blade of Fury de Sammo Hung, donc Sammo Hung, je n'ai pas trop lu quel était son engagement, mais je sais qu'il a un côté patriotique. Alors, je ne sais pas dans quel sens, parce que tu parles patriotique hongkongais, patriotique chinois, ce qui est complètement antinomique. Voilà. Mais en gros, The Blade of Fury, qui est un remake d'un film de Chang Cheh qui raconte un événement historique, c'est la réforme des 100 jours, où à la fin de la dynastie des Qing, à la fin du 19e siècle, donc des Mandchous, il a été essayé de réformer l'État avec pour plus, je crois, d'ouverture au monde. Pour les Chinois, il y a de nombreuses réformes qu'on pourrait qualifier, je pense, de libérales au sens large du terme. Et ce à quoi l'Empire n'a pas du tout adhéré, ça s'est terminé au bout de 100 jours. Et du coup, dans l'opinion publique, ça n'est pas passé non plus. Ça a abouti à la chute de l'Empire pour la République de Chine à partir de 1919, je crois. D'accord. Et donc, du coup, ce Blade of Fury, ça montre la chute de ces héros. Une phrase très importante, c'est que dit à la fin le héros, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, qui dit au mandarin, enfin au mandchou qui croyait être son ami, il dit il est mort parce qu'il n'a pas fait confiance à la bonne personne. Et cette phrase-là elle est très importante parce que bon, il y a effectivement ce côté l'empire, les réactionnaires nous trompent et nous détruisent. Mais c'est qui les réactionnaires? Tiananmen a eu lieu en 1989, la rétrocession elle est pour 1997, le film il date de 92. Donc il y a cet aspect, voilà, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Aux Chinois continentaux, au Parti communiste chinois pour le dire, hein, Oui, non, mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. de quoi ils relèvent? Parce que
peut simplifier dans les théories politiques, le communisme c'est progressiste, le nationalisme c'est réactionnaire, mais bon, on le sait bien maintenant que le communisme en Chine, ça a été adapté, hein, ça a été bien adapté dans différents le capitalisme existe, il y a un étatisme fort. Je ne suis pas expert en géopolitique, hein, je reste sur des notions larges hein, de ce que j'ai lu. Hein. Mais du coup, il y avait cette sensation, voilà, est-ce que ces gens-là, ils vont pas peut-être, on pourra pas leur faire confiance. Je pense que c'est ça que veut dire le film. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'ils semblent être perçus par les Hongkongais à l'époque. Et il semblerait, alors c'est ce que m'a dit mon ami Noé, que ça j'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'il m'a dit, que les étudiants hongkongais de ces dernières années, les manifestants hongkongais, euh, ont réanalysé ce film. Et ils sont tombés sur cette idée-là? Je n'ai pas le détail de ça. Je t'avoue, j'ai pas regardé. Il faudrait revoir. Passionnant. Et d'ailleurs, il y a plusieurs films, il y a plusieurs documentaires sur les manifestations hongkongaises qui, je crois qu'il y en a au moins deux qui sont sortis en festival cette année. Il y en a peut-être même un qui va sortir en distribution. C'est à suivre aussi. Ça. C'est à suivre aussi. Les films que j'ai cités, on peut les trouver et aujourd'hui et chez qui? Chez quel éditeur DVD? Alors, il y en a quelques-uns qu'on peut plus trouver. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, je les ai tous achetés. Les Shaw Brothers, d'occasion, on peut les trouver assez facilement pour pas très cher. Les Shaw Brothers. Donc, moi, je t'avais cité le Sabre Infernal, on en reparlera aussi. Et les Maîtres de l'épée. Les HK vidéo, donc les Shaw Brothers, c'est Wildside. Il y a beaucoup d'autres, principalement en hongkongais des années 80-90, c'est le dieu de la guerre aussi des années 70, c'est HK vidéo. Eux, ils font vraiment référence. Alors, The Sword et Blade of Fury, je crois qu'ils sont même trouvables en neuf encore. Il y a des vieux stocks qui circulent sur les sites de vente, on peut les avoir pour pas cher. Le dieu de la guerre, il est dans un coffret, la saga du Kung Fu 4. Il est très difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. C'est dommage. Et puis, alors, par contre, les films récents, on peut les trouver facilement. The Sword Identity, il est vendu en Blu-ray, en neuf. The Assassin aussi. J'ai conseillé quoi d'autre déjà? Alors, Dragon Inn, il est parfaitement disponible chez Carlotta, Oui, très bonne oui. édition. Très, très, avec. Un indispensable avec A Touch of Zen. Ouais, un Ouais, bien sûr. indispensable. Présenté par Pierre Christian, c'est ouais, indispensable. Il y a quoi d'autre comme film? Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Shadow, il est Euh, sorti. Alors, Shadow, c'est le plus récent à être sorti. Il fait partie de HK vidéo en Blu-ray. Il n'y en a pas beaucoup de sorties ces dernières années. C'en est une. C'est un très beau master avec un petit livret dedans. Oui, oui, ça c'est. Voilà, tous ont été édités en DVD. Certains sont trouvables facilement d'occasion, d'autres pas, et d'autres sont encore commercialisés. Tu voulais terminer sur le film de Hussein Hussein, The Assassin. On en a un tout petit peu parlé au début de cette deuxième partie. Pourquoi tu voulais absolument qu'on termine sur ce film-là et qu'on prenne du temps, selon toi? Enfin, selon toi, non, mais pourquoi tu as insisté là-dessus? Ah, j'ai vu justement sur Twitter un débat sur la subjectivité et l'objectivité. Il y a Jean-Baptiste Toré, on a sorti une de ces petites phrases sur comme quoi la subjectivité, ça n'existe pas complètement. J'ai pas tout suivi ce qu'il dit, il y a sûrement de la nuance dans son discours. Mais pour moi, The Assassin, c'est le film le plus réussi du monde, quoi. C'est vraiment, c'est un film qui gère son rythme de manière minutieuse, millimétrée. C'est un film qui ne se trahit jamais. Il y a un livre très intéressant qu'on a vraiment de la chance d'avoir en français. C'est bien la preuve que nous, en France, on aime bien Wuxia Sen, d'ailleurs, je pense. Il s'appelle Nuages mouvants. C'est le journal de tournage du film par la nièce de Chu Tianwen, qui est la scénariste attitrée de Wuxia Sen depuis très longtemps. Sa nièce, c'est Xie Haimeng. Je n'ai plus trop son nom en tête, excuse-moi. Je t'en prie. Elle est scénariste également de The Assassin. Elle sera probablement aussi scénariste de son prochain film. Et donc, ils étaient 4 scénaristes de The Assassin. Wu Xiaoxian, même s'il ne se crédite pas, Chu Tianwen, Xie Haimeng et A Cheng, un romancier chinois. Et donc, dans ce livre, Xie Haimeng, elle fait le journal de tournage de The Assassin. Elle l'écrit très bien, elle met même des petites touches d'humour, elle parle des influences du film, des influences qu'on ne soupçonnerait pas d'ailleurs.
notamment de Jason Bourne, de Miyazaki. Enfin, elle fait des rapports. Je ne sais pas si Wes Anderson ferait ces rapports-là, mais elle le fait par rapport à des discussions qu'ils ont eues en préparatoire. Et donc, elle raconte ce film. Et là, on s'aperçoit que Wes Anderson, euh, il a son idée. Moi, j'aime bien les artistes Deus Ex Machina qui. C'est une conception, hein, parce que le cinéma, ça se fait pas tout seul. Mais moi, ma conception du cinéma ultime, c'est celle d'un artiste qui arrive vraiment à. Il est seul, et au final, il arrive à faire le film qu'il veut en ayant donné les bonnes instructions, en ayant trouvé les bons acteurs, en ayant trouvé les bons techniciens. Et si, bien entendu, si possible, dans une ambiance correcte, hein, parce que ça. Et Wes Anderson, il cumule tout ça. Et moi, ce que j'adore, c'est la finalité de ce livre, où donc Wes Anderson, il a fait son film. Il a d'ailleurs supprimé une séquence magnifique avec l'acteur japonais parce que pour lui, elle était incohérente, mais elle était magnifique. Mais donc il l'a supprimée. Il a fait plein de choix comme ça. Au final, c'est lui qui a le dernier mot. Donc ils ont tous visionné le film le montage final du film en réunion préparatoire avant de le mettre en distribution. Et Chu Tianwen, comme d'habitude, elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle a l'habitude de dire les meilleurs films qu'on écrit avec Wes Anderson, c'est vraiment quand on en parle. C'est pas les vrais films. Et ça, quelque part, ça me rassure, ça me conforte dans l'idée que Wes Anderson, pour moi, c'est un réalisateur très important parce que c'est le réalisateur, rien ne le fera plier sur ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, sur le rythme qu'il veut imposer, sur la beauté qu'il veut transmettre des choses, d'une conception de l'iconographie chinoise d'un point de vue littéraire tel qu'il le fait, et du scénario aussi, le scénario de Wes Anderson. Donc, moi, j'ai eu du temps à l'apprivoiser, je l'ai vu 4 fois, j'ai eu l'impression de le comprendre un peu qu'à partir de la 4e fois. Et le livre m'a aidé d'ailleurs. Et voilà, ça parle des gens, ça parle des influences, des rancœurs, ça parle de la politique, ça parle de l'histoire, ça parle de plein de choses de manière pas foutraque du tout, de manière très coordonnée, pas trop de manière rigide non plus. Ça le met en scène dans un décor magnifique, vraiment pensé pour l'esthétique, pour les yeux. Alors, il y a une question qui se soulève. Est-ce que nous, occidentaux, on n'est pas fascinés par cet exotisme? Ça serait un petit peu pas la meilleure des justifications. Kingu en parlait déjà dans les années 80, ça. De la curiosité des occidentaux. Moi, je me raccroche à ce que dit Tsai Ming-Liang et qui dit que le wuxia, c'est vraiment ce que les Chinois ont fait de plus beau dans la fiction, dans les films, etc. Et moi, je trouve ça très très beau. Et Wes Anderson, il me le rappelle, il est capable de vraiment aussi. Voilà, là, la plus-value de la beauté de l'histoire, etc., c'est la sensation. Il y a mes sens qui sont en éveil devant The Assassin, devant le rythme, devant le temps qui s'écoule, et devant quasiment les textures auxquelles je fais face. Ma scène préférée de The Assassin, je pense, il y en a deux. Il y a le combat en milieu de film contre la guerrière masquée. Alors, un combat, si on est amateur de combat d'arts martiaux classique, il y a de grandes chances qu'on ne comprenne pas ce combat. Il est très court et il finit par j'ai déchiré ton masque, non, je m'en vais. Pourtant, je trouve il est effilé. Les personnages, à un moment, ils se font un enchaînement de coups au sabre, au poignard plutôt, et Suchi, elle recule. On voit un plan où ses cheveux se remettent en place et le plan de côté où on voit le vent le tirer un peu. Là, les sensations, le vent, en plus, c'est des cerisiers, je crois, avec des fleurs roses. Les sensations sont extrêmes. Elles sont vraiment extrêmes. C'est un film très calme. J'ai même une amie qui parle de film ASMR, mais les sensations sont extrêmes dans ce film. Et il y a l'autre plan magnifique, donc c'est à la fin quand elle va voir la nonne qui l'a formée et que Wes Anderson a attendu 5-10 minutes que le brouillard se lève sur ce décor magnifique, que le brouillard se lève naturellement. Donc le naturel très important. Je ne vois pas Wes Anderson utiliser des CGI. Il fait vraiment... il est radical. C'est ça que j'aime bien. On n'a effectivement pas tout dit sur ce genre, mais je pense qu'on a enfin, au moins en tout cas en plus de 78 minutes, on a essayé de parler comme ça de ce genre cinématographique important et de ces quelques films comme ça ici et là. En tout cas, c'était passionnant du tout. Surtout que le livre dont tu parles, effectivement, il est disponible, on peut le trouver, hein, qui n'est pas uniquement un journal de bord. Oui, je ne l'ai pas mentionné, aussi... il y a bien d'autres choses. Ouais. Alors, il y a une préface de Jean-Michel Frodon, c'est toujours bon à prendre. Pour parler du social, c'est toujours bon à prendre. Il y a
le scénario original, pas le scénario Voilà. original, le récit original Oui. qui est très court, l'histoire dont s'est inspiré, l'histoire légendaire dont s'est inspiré Wuxia Chen pour le film, ça, je l'avais déjà dans le Blu-ray français, il était déjà édité, donc il est encore dans le livre. Mhm. Il y a, il y a le scénario du film, et ça, si on a trouvé The Assassin pas limpide, ce que je pense qu'il est le cas de beaucoup de monde, là, ça clarifie beaucoup, c'est clairement écrit, les noms des personnages se retrouvent, donc c'est très clair. Il y a Donc il y a des le journal. adaptations, tout ça. Mhm. Le journal du film qui est passionnant, qui est très bien écrit, vraiment. J'aimerais même lire, elle veut être romancière, cette scénariste, Icy Emming, et j'aimerais vraiment lire d'autres choses d'elle. Et il y a même donc la postface de Chuten Wen, donc je me suis beaucoup marré à voir qu'elle s'engueule tout le temps avec Wu Xiaoxian et que je me demande malgré tout pourquoi depuis 30 ans et elle continue à travailler pour lui. Ça veut dire qu'au final elle reconnaît que c'est un très grand artiste. Je pense que lui aussi reconnaît Ah, qu'elle est indispensable. ah bah Merci. complètement. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, merci beaucoup, Maxime. C'était donc, on a essayé, on a parlé un peu de ce genre, le Wuchapian, et c'était un plaisir incroyable et passionnant parce que là, pour le coup, et je l'avoue, j'apprenais énormément. Je ne connaissais pratiquement pas du tout ce genre, à part peut-être 2 ou 3 films. Et c'était donc un plaisir de découvrir tout cela et puis d'en discuter avec toi. J'espère que tu auras, enfin, j'espère quand même qu'on te reverra Ah bah euh, j'espère bien aussi. dans d'autres émissions. On va voir, on trouvera d'autres sujets, mais ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour ta première, c'était vraiment passionnant, c'était instructif et vraiment, c'était un plaisir de t'écouter en tout cas. Hmm. Bah, merci Samir, merci beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Voilà. J'espère que nos spectateurs ont apprécié la vidéo. J'espère que j'ai pas trop fait d'imprécision non plus. T'inquiète pas, tout s'est C'est bien très passé. savant ce sujet. Je C'est rappelle un sujet que très savant et j'ai toujours eu un peu la crainte voilà, de me tromper, de pas dire des choses très graves. La culture chinoise est très bah, ancienne, les traditions littéraires aussi. Donc voilà, c'est compliqué, non, je pense un que peu ça c'est compliqué. Hum, plutôt, c'était assez clair. En tout hum. cas, Maxime Bauer travaille pour Istasia. Vous pouvez retrouver ses articles sur le site, hein. Vous tapotez son nom et puis vous aurez comme ça pas mal de papiers donc, qu'il a écrit. Et puis la liste des films, vous pouvez aussi les retrouver en DVD. Quelques-uns en tout cas, on l'a dit. Donc, agréable soirée ou agréable journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Merci beaucoup en tout Merci cas. Samir. Générique, c'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and